Bonjour à tous et à toutes, merci encore d'être si nombreux. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire aux professeurs, être nombreux, parce que comme ça, on se sent utile. Donc la semaine dernière, on a rappelé rapidement les grands facteurs qui participent au façonnement de la diversité génétique entre les différentes populations et on s'est concentré sur comment les forces sélectives agissent sur la diversité génétique qui, à son tour, elle va impacter la diversité de nos phénotypes. C'est-à-dire, je vous rappelle, les phénotypes, ce qu'on est, on est grand, petit ou vulnérable aux maladies. Depuis leur sortie d'Afrique, donc il y a 60 000 ans, les humains se sont adaptés à diverses conditions environnementales, telles que la température, l'humidité ou le niveau d'ensoleillement. Mais aussi, les humains se sont adaptés à un large éventail de ressources nutritionnelles, allant des longues périodes de famine, on va y revenir, à la consommation de produits laitiers, en passant par des environnements où les niveaux de micronutriments dans le sol varient. Donc, c'est sur l'adaptation humaine à ces deux variables, climat et ressources nutritionnelles, qu'on va se concentrer aujourd'hui. Certains traits humains, tels que la pigmentation de la peau ou la taille, varient d'une population à l'autre. Et ces variations ont été depuis longtemps interprétées comme des réponses adaptatives aux différents environnements auxquels les humains ont dû faire face. Par exemple, la taille et les proportions du corps varient en fonction de l'environnement thermique. La taille du corps augmente à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur. Donc, les anthropologues physiques se réfèrent à deux règles qui décrivent les relations entre morphologie corporelle et climat. La règle de Bergman stipule que la taille du corps augmente à mesure que le climat devient plus froid, car une masse corporelle plus importante signifie une meilleure rétention de la chaleur. La règle d'Allen, à son tour, nous apprend que les appendices, les membres, les bras, les jambes, plus courts, sont favorisés dans les climats plus froids parce qu'ils ont un rapport masse-surface plus élevé et qu'ils retiennent donc mieux la chaleur. Inversement, les appendices plus longues sont favorisés dans les climats plus chauds. Donc, selon ces principes, les personnes sont mieux adaptées au climat chaud lorsqu'elles ont une silhouette fine et allongée, donc des longs membres, et mieux adaptées au climat froid lorsqu'elles sont trapues et dotées des membres courts. Les études menées sur de nombreuses populations le confirment également. Comme vous pouvez voir ici, les pasteurs d'Afrique de l'Est en bleu et les populations de l'Arctique en orange sont souvent utilisés comme des exemples des principes que je viens de vous dire. Donc, les populations éthiopiennes en bleu ont un avant-bras plus long et une circonférence pelvique beaucoup plus petite, tandis que les populations de l'Arctique en rouge ont une circonférence pelvienne plus grande, mais des avant-bras plus petits. Toutefois, pas toutes les populations humaines se conforment à cette règle, comme nous le verrons par la suite. Donc, mis à part ces observations interprétées comme une adaptation au climat, comment pouvons-nous déterminer si certains traits humains sont soumis à une sélection positive? Pour ce faire, comme nous l'avons vu la semaine dernière, il est nécessaire de faire appel à la génétique. Une façon de répondre à cette question est d'explorer les corrélations entre facteurs environnementaux, température, humidité, et la fréquence de certaines mutations, et d'examiner si ces corrélations entre variants environnementaux et fréquence de mutations génétiques sont plus fortes qu'attendues compte tenu de l'histoire de la population, c'est-à-dire la dérive génétique qu'on a vue. C'est exactement sur cette problématique que cette étude s'est penchée. Ils ont analysé la corrélation entre les fréquences d'environ 650 000 mutations de notre génome
dans 61 populations mondiales et 9 variables climatiques. Les cartes à gauche présentent la distribution de ces variables l'été et l'hiver, donc la température, le rayonnement solaire, le taux de précipitation et l'humidité relative. Vous pouvez observer que certaines de ces variables sont très corrélées entre elles. Par exemple, à droite, plus deux variables sont corrélées, plus ils vont être vers le noir. On peut voir par exemple que la radiation solaire, la latitude et la température sont logiquement corrélées entre eux. Ils ont cherché des corrélations entre la fréquence allélique de chaque mutation du génome et chaque variable environnementale, en utilisant une méthode de modèle linéaire bayésien qui contrôle la covariance des fréquences alléliques entre les populations en raison de l'histoire de la population, c'est-à-dire il corrige par l'histoire des populations humaines et tient compte aussi de la taille des échantillons de chaque population. Donc, dans cette démarche, la première étape qu'ils ont entreprise est de comparer s'il y a un excès de mutations localisées dans les gènes qui corrèlent plus avec les variables environnementales que le reste du génome. Donc, c'est-à-dire par rapport aux mutations qui sont en dehors des gènes, utilisées comme contrôle en supposant que les mutations hors des gènes correspondent à des mutations neutres. Et en effet, ils ont découvert que de manière générale, vous pouvez le voir ici avec les astérisques, les mutations dans les gènes sont enrichies en corrélation avec certaines de ces variables environnementales, notamment la latitude, le niveau d'ensoleillement, l'humidité relative et la température. Cette approche leur a permis d'identifier un groupe de gènes qui corrèlent fortement avec certaines de ces variables environnementales. Par exemple, ils ont trouvé que la fréquence d'une mutation dans ce gène, TRIP6, est fortement associée à la latitude dans la plupart des populations étudiées, surtout en Asie, comme vous voyez ici, dans le Pacifique et dans les populations amérindiennes. Ce gène interagit avec les hormones thyroïdiennes, connues pour jouer un rôle dans le métabolisme énergétique et le taux métabolique de base, mais aussi il est impliqué dans la réponse immunitaire. D'ailleurs, ces corrélations pourraient cacher des vraies corrélations avec d'autres variables. Par exemple, imaginez qu'en Norvège, tout le monde aime les pulls rouges. C'est une variable culturelle, c'est inventé, c'est un exemple. Et on fait une étude génétique avec l'adaptation à la vie dans le froid. On va trouver aussi une association génétique avec le fait d'aimer les pulls rouges. Mais vous voyez, ce sont des corrélations cachées qui sont corrélées entre elles. Par exemple, ici on dit qu'il y a une corrélation avec la latitude, mais la latitude, à son tour, corrèle avec une charge pathogénique des pathogènes plus importante. Donc, quelle est la vraie cause de la sélection naturelle? La latitude et le climat ou la charge pathogénique plus importante? Donc, il y a d'autres études qui ont montré qu'il pourrait s'agir surtout de la charge pathogénique, dont on ne va pas en parler cette année parce que je m'étais interdit d'en parler. Une manière de comprendre la véritable cause de sélection, c'est aussi regarder quels sont les gènes et les fonctions biologiques qui sont concernées par ces corrélations qu'on vient de voir. Il est intéressant de noter qu'un grand nombre de mutations dont la fréquence corrèle avec des variables environnementales sont localisées dans des gènes déjà associés à certains phénotypes comme la pigmentation de la peau, des yeux et des cheveux. D'autres mutations ont même été, donc d'autres mutations qui corrèlent avec ces variables environnementales ont même été associées à certaines maladies auto-immunes en particulier, sclérose en plaques, maladie cœliaque, psoriasis, et des maladies aussi métaboliques. Je reviendrai lors du dernier cours sur les conséquences de la sélection au passé que nos ancêtres
ont subi sur notre santé aujourd'hui. Donc, ces travaux pionniers ont démontré que certaines conditions environnementales ont exercé des pressions de sélection, directes ou indirectes, ce qu'on vient de voir, sur ces mutations, ce qui a conduit à des phénotypes variables entre les populations humaines, qu'il s'agisse de caractéristiques bénignes, comme la pigmentation de la peau, ou d'autres phénotypes liés à des maladies spécifiques. En effet, la variation de la pigmentation de la peau est l'un des exemples les plus frappants, et par définition les plus visibles, de la diversité phénotypique humaine, comme le montre la carte géographique à gauche. Contrairement à celle d'autres primates, la peau humaine est directement exposée à l'environnement, et donc l'exposition au rayonnement solaire constitue ainsi le principal moteur de l'évolution de la pigmentation de la peau. Une pigmentation plus foncée est nécessaire aux latitudes basses pour offrir une protection contre les dommages causés par le soleil, tels que les mélanomes, et pour prévenir la dégradation du folate, un métabolite essentiel au développement du tube neural embryonnaire et à la spermatogénèse. Donc, on a besoin du folate parce que sinon ça va être directement sélectionné, notamment par rapport à la reproduction. En revanche, la sélection aurait favorisé une pigmentation plus claire aux latitudes élevées, dans le nord par exemple, afin de maintenir la production de la vitamine D, qu'elle est synthétisée par la peau sous les effets des rayons UV. Donc, dans les régions où le niveau de radiation UV est plus faible, on a eu besoin de perdre la pigmentation de la peau. Comme illustré à droite ici, vous pouvez voir que la pigmentation de la peau, que vous l'avez ici, plus élevée, plus basse, est fortement corrélée avec la latitude. Étant plus foncée dans les zones tropicales et s'éclaircissant progressivement à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur. Les populations d'Afrique centrale ou de Papouasie, par exemple, ont la pigmentation de la peau la plus foncée, tandis que celles des latitudes nord, comme les Européens ou les Asiatiques de l'Est, ont la peau la plus claire. Mais voyons quels sont les mécanismes impliqués dans la pigmentation de la peau. Donc, la pigmentation de la peau résulte de l'interaction entre les mélanocytes, que vous voyez ici, tout ça, les mélanosomes et les kératinocytes dans l'épiderme. Les mélanocytes sont situés à la base de l'épiderme et produisent la mélanine, qu'elle est la responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Ils transfèrent ensuite la mélanine aux kératinocytes, donc les cellules majoritaires de l'épiderme, où elle est stockée dans des organites appelés mélanosomes. Vous voyez, comme ça. Il existe deux principaux types de mélanine. Le mélanine, qui est un pigment brun-noir, et la phéomélanine, un pigment jaune-rouge. Les proportions relatives de eumélanine et de phéomélanine, ainsi que leur répartition dans la peau, déterminent la pigmentation de la peau, qu'on voit aujourd'hui chez les humains. Les individus avec des niveaux plus élevés de eumélanine ont tendance à avoir des tons de peau plus foncés, tandis que ceux avec des niveaux plus élevés de phéomélanine ont une pigmentation plus claire. La production de la mélanine est régulée par des facteurs tels que l'exposition aux rayons UV, les hormones, mais aussi la génétique. Lorsque les kératinocytes sont exposés aux rayons UV, cela entraîne des dommages à l'ADN, activant ainsi diverses voies de signalisation, régulant l'expression des gènes impliqués dans la production de mélanine. Donc, ce processus de production de mélanine se déroule dans les mélanosomes qui migrent vers la membrane cellulaire des mélanocytes et sont ensuite transférés aux kératinocytes. Les mélanosomes forment ainsi un chapeau protecteur sur le noyau de la cellule
ici, protégeant l'ADN des dommages causés par les UV, tout en contribuant à la variabilité de la pigmentation de la peau. Bien que la pigmentation de la peau puisse être influencée évidemment par l'exposition au soleil et par les hormones, elle est largement sous le contrôle de notre génétique. Jusqu'à récemment, la plupart de nos connaissances sur la base de la génétique de la pigmentation de la peau provenaient de l'étude des populations européennes. Une fois des mutations impliquées dans la variabilité de la pigmentation de la peau entre les populations européennes étaient identifiées, souvent les chercheurs allaient juste vérifier dans quelle mesure ces mutations associées à la pigmentation de la peau chez les Européens étaient plus ou moins présentes dans d'autres populations du monde. Ce n'est que récemment, comme on va le voir, qu'une approche plus globale a été tentée dans les populations africaines, asiatiques et latino-américaines. L'intégration de ces études dans différentes populations a révélé que les bases génétiques de la variabilité de la pigmentation de la peau sont bien plus complexes que ce que l'on pensait. Une quinzaine de gènes, évidemment je ne prétends pas que vous lisez ça, mais c'est juste pour vous dire qu'une quinzaine de gènes ont été associés à la variabilité de la pigmentation de la peau, et beaucoup d'entre eux jouent un rôle clair dans la régulation de la pigmentation, comme le gène TIR, un enzyme essentiel à la production de mélanine dans les mélanocytes, ou d'autres gènes qu'on va voir en détail dans quelle mesure sont impliqués dans la pigmentation de la peau plus foncée ou plus claire, et surtout dans quelle mesure ils ont conféré un avantage sélectif, pour la plupart impliqués dans la régulation de la mélanogénèse. Même si nous le verrons en détail, une observation qui ressort de ces études est que la variabilité des gènes impliqués dans la pigmentation de la peau est plus élevée dans les populations à peau foncée que dans les populations à peau claire. Vous avez ici l'index de mélanine, ici l'hétérozygosie, comme une approximation de la complexité, de la diversification de ces gènes. Et ça a été montré, vous pouvez le voir ici, pour les 5 gènes qui ont été plus impliqués dans la variabilité de la pigmentation de la peau. Vous pouvez voir la distribution des mutations associées à la peau foncée, en noir, et à la peau claire, en beige, dans différentes populations. Les Khoïsans, donc des chasseurs-cueilleurs de l'Afrique du Sud, Africains de l'Ouest, Africains de l'Est, Mélanésiens, Asiatiques de l'Est et Européens. Et pour ces 5 gènes, on peut constater une plus grande variabilité de la fréquence de ces mutations au sein des populations à la peau foncée qu'au sein des populations à la peau claire, comme vous pouvez y voir ici, dans le cadre des Européens, où l'architecture génétique de la pigmentation de la peau est plus simple. Dans cette étude, ils ont étudié dans quelle mesure la variabilité des gènes impliqués dans plusieurs phénotypes cutanés corrélait avec différents paramètres environnementaux, tels que la latitude, la température, le rayonnement solaire, les précipitations, etc. Donc, dans ce graphique, l'axe radial, tout ça, représente le pourcentage des gènes montrant une association significative avec des variables environnementales, étiquetées en périphérie. Donc, par exemple, les précipitations l'été, la température minimale l'hiver. La ligne bleue représente les gènes de pigmentation associés à variables environnementales. La ligne rouge, ceux de la différenciation, la bleue, c'est les gènes impliqués dans la pigmentation de la peau que sont associés ou pas à des variables environnementales. La ligne rouge, ce sont des gènes qui sont impliqués dans la différenciation de l'épiderme. La ligne verte, c'est des gènes qui sont impliqués dans la kératinisation. Et la ligne violette, c'est un groupe de gènes contrôle
qui ne sont pas impliqués dans rien qui a à voir avec la peau. Donc, comme on pouvait s'y attendre, ils ont constaté que les gènes de la pigmentation de la peau, en bleu, sont ceux qui sont le plus corrélés aux variables environnementales. Mais ce qu'ils ont également observé, c'est que les gènes impliqués dans la différenciation épidermique ou la kératinisation sont plus corrélés aux variables environnementales que le groupe de gènes contrôle en violet, ce qui suggère que la diversité génétique observée dans ces processus pourrait conférer des différences dans l'adaptation de la peau de manière similaire à celle de la pigmentation. Voyons maintenant quelques exemples des gènes dont la variabilité génétique est associée à la pigmentation de la peau et qui présentent des signes de sélection naturelle. La plupart des signatures de sélection naturelle qu'on va voir aujourd'hui, c'est sélection positive, je vous rappelle, mutation qui augmente rapidement en fréquence, par balayage sélectif. Ça veut dire quoi? C'est que la mutation est souvent inexistante ou à très faible fréquence, pression de sélection, et la mutation augmente rapidement en fréquence. Ici, vous avez l'exemple du gène KIT-LG, impliqué dans la régulation du nombre de mélanocytes pendant le développement et la distribution de la mélanine. On peut constater que la mutation en rouge, ici, c'est la mutation qui est celle associée à la peau plus claire, est presque absente en Afrique, mais prédomine fortement en dehors d'Afrique. Lorsqu'on examine les signes de sélection positive, on remarque que les haplotypes associés à cette mutation sont extrêmement longues. Donc vous voyez, c'est toute la partie rouge ici, par rapport aux autres haplotypes qui sont cassés. On a vu ça la semaine dernière. C'est une signature de sélection positive. Et vous pouvez voir que la mutation associée à la peau claire hors d'Afrique présente des fortes signatures de sélection positive en Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud, Asie de l'Est, Amérique et Océanie. Différentes études convergent vers l'idée que pour ce gène, la sélection positive a probablement commencé il y a 30 000 ans, avant la divergence entre Européens et Asiatiques et après la sortie de l'homme d'Afrique. Par conséquent, des fortes différences de fréquences alléliques sont aujourd'hui observées entre les Africains et le reste du monde, comme vous pouvez clairement voir ici. Cet exemple met en lumière le rôle d'un autre gène, MC1R, qui est aussi associé à la pigmentation la plus claire, la mutation en rouge ici. Il est un des premiers gènes identifiés comme être impliqué dans la pigmentation en général. La première chose que ça a été montré, c'est que des mutations dans ces gènes étaient associées aux cheveux roux. Bien que son implication dans la pigmentation de la peau claire est également suggérée, son influence sur la pigmentation cutanée est largement influencée par l'interaction avec les autres gènes. On a vu, ce gène, cette mutation peut interagir aussi avec la mutation. Par exemple, cette mutation, qu'elle est présente pratiquement qu'en Asie de l'Est, peut interagir avec cette autre mutation ici en rouge, qu'elle est aussi impliquée dans la peau claire. Donc, c'était montré que c'est un gène qui interagit beaucoup avec d'autres gènes. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut voir est que la mutation est surtout observée chez les populations de l'Asie de l'Est et les Amérindiens, avec des signes de sélection positive uniquement, encore une fois, en Asie de l'Est et en Amérique. Cette observation soulève des questions sur l'adaptation de la pigmentation de la peau à des environnements très spécifiques. Et ça, c'est presque, si vous regardez ici, le négatif de ce qu'on vient de voir juste avant. Vous voyez? C'est le cas du gène SLC24A5. C'est l'un des gènes les plus étudiés pour son rôle dans la pigmentation de la peau. On voit presque, comme je vous disais, le contraire de ce qu'on vient de voir
juste avant, car la mutation en rouge, associée toujours à un ton de peau plus clair, est retrouvée à des fréquences extrêmement élevées, voire fixées. Je vous rappelle, fixées, ça veut dire 100%, en Europe, Moyen-Orient et en Asie du Sud. Dans ces populations, l'allèle associé à la peau claire est présent également des fortes signatures, vous voyez, les haplotypes longues rouges, de sélection positive en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. L'estimation situe le début de la sélection pour cette mutation il y a entre 11 000 et 19 000 ans, bien après le peuplement initial de l'Europe. Par ailleurs, les données provenant de l'ADN ancien indiquent que cette mutation, associée à la peau claire, n'était pas encore fixée en Europe il y a 8 000 ans, ce qui suggère que les tons foncés et intermédiaires étaient très courants jusqu'à il y a juste quelques milliers d'années en Europe. Mais regardons de plus près le cas de ce gène, donc SLC24A5. Celui-ci présente des niveaux de diversité très faibles chez les Européens, en rouge. Vous voyez, le gène est là, presque pas de diversité par rapport aux Japonais, aux Africains en noir et aux Chinois en vert. Ce qui corrobore l'hypothèse d'une sélection positive en Europe uniquement. Cependant, ce qui est encore plus intéressant, c'est la confirmation fonctionnelle de son implication dans la pigmentation. Et cette confirmation ne découle pas uniquement des études d'association génétique. C'est quoi une étude d'association génétique? On va regarder dans une population leur variabilité en pigmentation de la peau et on va associer la génétique de cette population à cette variabilité. Mais il y a même des expériences menées sur des modèles animaux. Vous savez, on peut utiliser plein de modèles animaux, la souris et d'autres. En l'occurrence, c'est le poison zèbre. Dans cette espèce, des mutations dans le gène SLC24A5 conduisent à un phénotype appelé le phénotype doré. Les poissons zèbres présentant ce phénotype ont une coloration jaunâtre, particulièrement visible dans les nageoires et les écailles. L'étude du phénotype doré chez les poissons zèbres offre donc des informations précieuses sur la fonction du gène et son rôle dans la pigmentation. Mais comme je vous l'ai déjà mentionné, jusqu'à récemment, la plupart des études se concentraient sur les bases génétiques de la pigmentation de la peau chez les Européens. Et puis simplement sur la présence ou l'absence de ces mutations-là ailleurs. Donc cette approche a conduit à une vision biaisée de l'architecture génétique de la variabilité de la pigmentation de la peau. C'est en étudiant d'autres populations, telles que les populations africaines ici, non seulement on peut découvrir d'autres gènes impliqués dans la pigmentation de la peau, mais on peut également obtenir une vision plus complète de l'évolution de la pigmentation cutanée. C'est sur cette question que s'est penchée cette première étude, où ils ont mesuré les niveaux de mélanine chez plus de 1000 individus d'origine africaine provenant de différentes populations. Puis, ils ont corrélé la variabilité de la mélanine avec leur diversité génétique pour faire une étude d'association. L'étude d'association, je vous rappelle, c'est juste pour identifier les mutations et les gènes qui expliquent plus ou moins bien la variabilité d'entre eux, en l'occurrence, pigmentation de la peau. Et ensuite, ils ont fait différentes études de génétique de population pour voir pas seulement si telle ou telle mutation explique la variabilité de la pigmentation, mais pour voir si elle a été avantageuse ou pas. Donc, une des premières observations qu'ils ont fait, vous pouvez voir ici, c'est les niveaux de mélanine dans différentes populations africaines. Et c'est très frappant que même au centre de l'Afrique, il y a une grande variabilité en termes des niveaux de mélanine. Les plus bas chez les
chasseurs-cueilleurs San de l'Afrique du Sud, et les plus élevés chez les pasteurs nilo-sahariens de l'Afrique de l'Est. Comme vous pouvez voir ici, les plus élevés et les plus bas. Mais même au sein de certaines populations, comme les groupes linguistiques couchitiques en Éthiopie et en Tanzanie, les niveaux de mélanine varient considérablement, même au sein d'une même population. En comparant ces données avec celles d'autres populations à travers le monde, on constate que les populations africaines, et dans une moindre mesure les populations de l'Océanie, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, présentent les niveaux de mélanine les plus élevés. Ensuite, ils ont réalisé l'étude d'association. Je vous rappelle, tous les chromosomes sont ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un Manhattan plot, une représentation de Manhattan. Pourquoi Manhattan? Parce que s'il n'y a pas de tour, ça veut dire qu'il n'y a rien d'associé. Et quand il y a une tour, comme ici, ça veut dire que dans le chromosome 15, toutes ces mutations-là sont associées au phénotype. Et donc, ce faisant, ils ont identifié 4 régions génomiques, comme vous pouvez voir ici, qui expliquent dans l'ensemble 30% de la variabilité de la pigmentation. Par la suite, ils ont combiné ces résultats d'association génétique avec des analyses poussées de génétique des populations afin de déterminer le lieu d'origine de ces mutations associées à la pigmentation de la peau, ainsi que la période d'apparition. Plusieurs observations intéressantes émergent de ces travaux. Tout d'abord, ce qui est remarquable, c'est que les temps d'origine de la plupart des mutations, je ne vous parle pas du temps de sélection, je vous parle d'abord du temps d'origine de la mutation. De la plupart des mutations de ces gènes, qu'elles soient associées à une pigmentation de la peau plus foncée ou plus claire, sont très anciens et précèdent même la date d'apparition de la lignée Homo sapiens il y a environ 300 000 ans. Seconde observation intéressante concerne le fameux gène, on en a parlé plein de fois, SLC24A5 ici, associé à une pigmentation plus claire en bleu ici. Cette mutation, il montre qu'il est apparu il y a environ 140 000 ans, mais que cette mutation est soumise à une forte sélection positive hors d'Afrique, on le savait déjà, où elle présente de fréquences élevées. Cependant, ce qu'ils ont montré, c'est que cette mutation est également présente en Afrique de l'Est. Vous pouvez voir le bleu ici aussi. Et cette mutation aurait été introduite en Afrique de l'Est il n'y a que 5000 ans par le biais des migrations. Et suite au métissage, cette mutation a continué à apporter un avantage aux populations. Est-ce que c'est un avantage biologique? Est-ce qu'il y a eu de la sélection sexuelle? Ça reste à savoir, mais je vous invite fortement à rester à la conférence d'après parce qu'elle va aborder, pas chez les humains, mais la sélection sexuelle, que je ne vais pas aborder du tout dans aucun de mes cours. La troisième observation intéressante concerne des mutations associées à la peau foncée dans ce cas-là, dans plusieurs gènes, comme dans le gène DDB1. Ce qu'ils ont vu dans ce cas-là, c'est que la mutation associée à la peau foncée en Afrique, ici en violet, c'est l'allèle C, mais aussi en Océanie, et vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas comme ça dans toutes les îles de la Mélanésie aussi, cette mutation est localisée sur le même haplotype, ce qui veut dire que la mutation associée à la peau foncée a été transmise par les populations humaines par migration, probablement lors de la sortie d'Afrique il y a 60 000 ans. Il est important de noter que dans ce cas, l'allèle associé à la peau claire est apparu il y a 560 000 ans. Donc, il était déjà présent chez les ancêtres d'Homo sapiens. Enfin, une quatrième observation que pour moi c'est une des plus intéressantes,
de cette étude, c'est qu'ils ont trouvé dans plusieurs gènes, ici je montre l'exemple de MFS D12, où l'allèle ancestral, c'est-à-dire qu'on peut parler de l'allèle ancestral et l'allèle dérivé. L'allèle ancestral, c'est le plus ancien. L'allèle dérivé, c'est la mutation la plus récente. Ce qu'ils ont montré, c'est que l'allèle le plus ancien, c'est celui associé à la peau claire. Et l'allèle le plus dérivé, c'est-à-dire le plus récent, est celui associé à la peau foncée. Dans ces cas-là, vous voyez que l'allèle T, c'est un violet, c'est celui associé à la peau foncée, il est présent qu'en Afrique. À noter que les Néandertaliens et les Denisoviens portent l'allèle ancestral, c'est-à-dire la peau claire. Donc ces observations sont cohérentes avec l'hypothèse selon laquelle la pigmentation plus foncée est un trait dérivé qui a émergé chez le genre Homo après que les ancêtres humains ont perdu, pour la plupart, de leurs poils protecteurs. Donc, en résumé, ce travail pionnier a montré que les bases génétiques et adaptatives de la pigmentation de la peau sont bien plus complexes que l'on pourrait imaginer et que les allèles de pigmentation associés à la peau, aussi bien foncés que clairs, sont apparus avant l'origine des humains modernes et ont continué d'évoluer tout au long de l'histoire des hominidés. Mais cette étude abordait la même question, mais il s'est concentré sur une région géographique beaucoup plus restreinte, le sud de l'Afrique, et sur une population très précise, les Khoïsans. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. C'est un terme très général pour englober plusieurs groupes de chasseurs-cueilleurs du sud de l'Afrique. Déjà, même au sein de ces populations, on peut observer une grande variabilité de pigmentation de la peau, comme vous pouvez voir sur la photo. L'individu d'origine Nama a une peau plus claire que les autres qui sont des Komani. Cette variabilité de la pigmentation cutanée est également observable lorsqu'on mesure les niveaux de mélanine dans les presque 500 individus étudiés. Ça, c'est le niveau de mélanine. Vous pouvez voir que les Komani, en moyenne, ils ont un niveau de pigmentation plus élevé que les Namas. Et par comparaison, ici, vous avez en comparaison des populations qui ont un niveau de mélanine extrêmement fort, des populations du Ghana ou du Bougainville, en Mélanésie, ou ceux qui ont le moins, européens et asiatiques de l'Est. Donc, en corrélant la diversité génétique de ces deux groupes de Khoïsans avec leur niveau de mélanine, les chercheurs ici ils ont confirmé l'implication de certains gènes tels que le fameux SLC24A5. Ils ont également identifié de nouveaux gènes associés à la pigmentation de la peau, ce qui illustre clairement l'intérêt d'avoir une vision moins centrée sur l'Europe pour avoir une vision beaucoup plus générale des bases génétiques et biologiques en général de la variabilité phénotypique de notre espèce. De plus, ils ont observé que l'histoire de métissage de ces deux populations de Khoïsans avec d'autres populations a également influencé leur pigmentation de la peau actuelle. Ici, vous avez le graphique classique de métissage que je vous ai déjà expliqué. Ici, vous avez les Komani et les Namas. Et en comparaison, vous avez les Européens, les Français, même ici. Et ici, par exemple, vous avez une population africaine. Et ici, vous avez des populations de l'Afrique de l'Est, par exemple. Ce que vous pouvez voir déjà, c'est que la composante la plus importante qu'on voit chez les Komani, en rouge, c'est la composante qui vient du nord du Kalahari. On le trouve déjà chez les San de Namibie. Et ce qu'on voit, c'est que cette composante, qu'elle est plus présente, la composante rouge, chez les Komani que chez les Namas, elle est associée
comme vous pouvez voir ici, a une pigmentation de la peau plus importante, même si ce n'est pas très frappant. Ce qu'on remarque également chez les deux groupes de Khoisan, c'est que la présence de la composante bantou en vert, que vous voyez que presque tous ils ont un peu de vert, surtout certains Nama, elle est clairement associée à une pigmentation de la peau beaucoup plus foncée. Tandis que leur métissage aussi avec des Européens, en bleu, que vous pouvez voir tout ça, est associé à une pigmentation de la peau plus claire. Juste un exemple de quelque chose de comment le métissage peut aussi influencer la diversité phénotypique. Enfin, explorons l'Amérique latine, qui est particulièrement intéressant, pas seulement parce qu'il présente une grande variabilité de la pigmentation de la peau, mais aussi parce que les populations sont extrêmement métissées. Dans cette étude, plus de 6000 latino-américains de différents pays, dont le Brésil, la Colombie, le Chili, le Mexique et le Pérou, ont été inclus. Donc, comme je vous disais, il existe un important métissage entre différents composants génétiques. Là, ce sont les différents pays. La composante génétique amérindien, donc native, autochtone en rouge, que c'est métissé avec la composante, ça c'est, ici il y a 6000 individus, hein, donc chaque petite ligne que vous ne voyez pas, c'est un individu. Métissé à différents niveaux, dépendant des individus et des populations, avec la composante d'origine européenne, qui s'est métissée aussi à différents niveaux, dépendant des individus, avec la composante africaine. Tout ça arrivait lors de l'époque coloniale. Donc cette étude a identifié 12 régions, vous voyez les tours de Manhattan plot, 12 régions génomiques associées à la pigmentation de la peau, dont une nouvelle pour la pigmentation de la peau et 3 nouvelles qu'on ne connaissait pas pour la pigmentation des yeux. Elle a confirmé aussi l'association entre les variants génétiques d'origine européenne et asiatique et la pigmentation de la peau, ces variants ayant contribué à la variabilité de la pigmentation de la peau chez les populations d'Amérique latine grâce au métissage, à travers le métissage, dans ces cas-là. Donc, après avoir exploré les diverses adaptations des humains aux différents climats et niveaux d'ensoleillement, ce qui a entraîné une diversité phénotypique évidente entre nous tous, intéressons-nous maintenant à la manière dont les humains ont pu s'adapter aux différentes ressources nutritionnelles qu'ils ont rencontrées. L'histoire de l'humanité a été largement marquée par des famines, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle l'adaptation à la consommation de certains aliments a dû jouer un rôle crucial dans le cadre de la sélection naturelle. Pendant au moins 95% de notre histoire comme espèce, on a vécu comme des chasseurs-cueilleurs. On ne savait pas produire la nourriture. On chassait ou on cueillait ce qu'on trouvait. Donc l'agriculture a émergé il y a environ seulement 10 000, 12 000 ans dans plusieurs régions du globe, comme vous pouvez voir ici, en orange foncé, marquant aussi le début de l'ère néolithique. Ce passage d'un mode de vie nomade des chasseurs-cueilleurs à une sédentarisation et à une production alimentaire s'est produit indépendamment dans différentes régions du monde, comme illustré ici en orange, et à des moments différents. Les sociétés des chasseurs-cueilleurs étaient confrontées à des pénuries alimentaires en raison des facteurs tels que les variations saisonnières, de disponibilité alimentaire. Cependant, comme ils étaient capables de bouger, de se déplacer dans différentes zones à la recherche des ressources alimentaires, ça faisait que leur pénurie était un peu moins dramatique que celle des sociétés
agricole. Ainsi, l'ampleur des famines était plus limitée par rapport aux sociétés agricoles où la densité de la population et la dépendance aux cultures domestiquées augmentaient leur vulnérabilité. Et donc, cette dépendance aux cultures domestiquées faisait que les sécheresses, inondations ou d'autres catastrophes naturelles pouvaient entraîner des famines très importantes. Donc, l'émergence de l'agriculture a joué un rôle crucial dans la consommation des produits laitiers, car les humains ont commencé à domestiquer des animaux à des fins diverses. La domestication des animaux tels que les bovins, les chèvres, les moutons et les dromadaires ont ainsi fourni une source régulière et disponible de lait, ce qui a conduit au développement de l'élevage laitier. Ce qui nous amène à nous interroger sur la capacité des humains à digérer le lait. Pour digérer le lait, il faut pouvoir digérer le lactose, que c'est le sucre, le glucide qu'on trouve dans le lait. Donc, on a besoin de le décomposer en galactose et en glucose, que ces glucides, on peut les absorber. Donc, c'est précisément le rôle de la lactase, une enzyme présente dans l'intestin grêle qui hydrolyse le lactose en monomère de galactose et de glucose, donc des molécules suffisamment petites pour être absorbées par les cellules intestinales. Donc, par définition, évidemment, les nourrissons digèrent le lait. Mais le niveau d'expression de la lactase commence à diminuer après le sevrage et devient alors très faible. Ce qui fait que notre état, à nous tous les humains, naturel, c'est d'être intolérant au lactose, parce qu'on n'a pas la lactase. Cependant, de nombreux humains peuvent continuer à digérer le lait à l'âge adulte grâce à une adaptation génétique qui permet à la lactase de continuer à être produite même à l'âge adulte, conférant ce qu'on appelle une tolérance au lactose. En revanche, pour ceux qui sont intolérants, des grandes quantités de lactose non digérée se trouvent dans leur côlon. Cela perturbe l'équilibre osmotique et entraîne une augmentation de l'eau dans les intestins, provoquant ainsi la diarrhée. De plus, le lactose non digéré devient disponible pour toutes les bactéries coliques qui vont le fermenter, produisant de l'hydrogène, du dioxyde de carbone et du méthane, ce qui entraîne des ballonnements et des crampes intestinales. Ici, on sait aujourd'hui qu'un tiers de la population de la planète est tolérant au lactose à l'âge adulte. Mais sa répartition géographique est très inégale. Cette tolérance est très répandue chez les Européens, plus de 70%, ça va de 0 à 100%. Vous avez les couleurs ici, avec une estimation d'environ 60% en France. On observe des fréquences élevées ou intermédiaires en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Moyen-Orient et en Asie du Sud. En revanche, elle est peu fréquente chez les Amérindiens, les populations du Pacifique, ainsi que dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne et dans l'Asie du Sud-Est. Ainsi, ce phénotype semble être plus fréquent chez les populations ayant une histoire de consommation de lait frais et moins courant chez celles qui n'ont pas une telle tradition. Donc la question qui s'est posée rapidement, il y a déjà quelques années maintenant, c'était de savoir si la tolérance au lactose est sous le contrôle de notre génétique ou si c'est induit par l'environnement. Par exemple, par une consommation prolongée de lait, est-ce qu'on peut vraiment forcer la machine? Il est très montré, sur la base des études génétiques, donc familiales ou des humains, que la tolérance au lactose
est un trait autosomique dominant dans la génétique, avec plusieurs mutations permettant l'expression de la lactase à l'âge adulte. Mais ce qui est intéressant, c'est que les différentes mutations que vous pouvez voir ici, associées dans différents endroits du monde au phénotype tolérant, ne sont pas dans le gène de la lactase qui code l'enzyme dont on a parlé, mais sont localisées dans un gène voisin, dans un intron d'un gène voisin, qui s'appelle MC6. Donc, il a été montré que la plupart des mutations qu'on connaît aujourd'hui comme étant associées à la production de la lactase à l'âge adulte sont localisées à plus de 13 000 bases ou nucléotides du gène de la lactase. Ça a été montré aussi qu'ils ont des fonctions régulatrices et leur présence permet donc de continuer à produire la lactase à l'âge adulte. Dans cette carte, vous pouvez voir encore une fois la fréquence du phénotype de tolérance au lactose. Plus les couleurs sont rouge-jaune, plus élevée est la fréquence de la tolérance au lactose. Tandis que plus elles sont bleues, moins elle est fréquente. C'est une carte mise à jour. Les diagrammes circulaires en bas sont quelques exemples qui montrent les fréquences des principales mutations associées au trait, à la tolérance. Par exemple, vous pouvez voir que la mutation typiquement européenne, ici en violette, c'est la mutation à moins 13 910. Donc cette mutation est observée à des fréquences extrêmement élevées en Europe du Nord, plus de 90%, mais on la retrouve également dans d'autres régions du monde, la même, telles que certaines populations de Russie, d'Iran, d'Inde ou du Pakistan. C'est également la principale mutation associée à la tolérance au lactose chez certaines populations d'Afrique du Nord, ainsi qu'en Afrique centrale, comme les Fulani du Cameroun. Étant donné que vous pouvez voir ici, donc, étant donné que cette mutation est portée par les mêmes haplotypes exactement, cela suggère que cette mutation s'est propagée par métissage également. D'autres mutations indépendantes ont été trouvées associées au même phénotype dans différentes populations, telles qu'une mutation chez les Maasai du Kenya, vous pouvez voir ici, deux autres mutations dans une population du Soudan, ou encore une autre mutation chez les Bédouins du Moyen-Orient. Ce qui est intéressant à noter, ce que je trouve plus intéressant que vous retenez comme message ici, c'est qu'à travers différentes trajectoires évolutives, en l'occurrence différentes mutations, on aboutit à la même chose, permettre aux populations de continuer à boire le lait à l'âge adulte. Mais la question qu'on s'est posée après, c'est est-ce que ces mutations ont réellement conféré un avantage évolutif? Ou c'est juste qu'ils sont là, ils permettent que certains boivent le lait et pas d'autres? Autrement dit, est-ce que l'augmentation de la fréquence de ces mutations est due à la sélection positive? Donc, une des premiers indices soutenant la nature adaptative de la tolérance au lactose est venue des études portant sur la mutation européenne. Donc, comme illustré dans ce schéma, les haplotypes associés à la mutation de tolérance, en rouge, sont beaucoup plus longues, en général, que les haplotypes associés à la mutation de non-tolérance, en bleu. Vous vous rappelez déjà de la semaine dernière, ça veut dire sélection positive. À droite, c'est encore beaucoup plus clair. Vous pouvez observer la position de la mutation en rouge, mutation de tolérance, par rapport à d'autres mutations dans le génome, en gris, tout ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la mutation de la lactase présente une fréquence très élevée, 80%, est associée à un haplotype très long, donc signe clair de sélection positive. Donc oui, en Europe, la mutation qui conduit à une tolérance
au lactose a augmenté en fréquence grâce à la sélection positive. Et qu'en est-il des autres mutations en Afrique, par exemple? Cette étude a montré que les mutations africaines, quelle que soit la population, en Tanzanie ou au Kenya, sont également associées à des haplotypes trop longues par rapport à leur fréquence, en rouge, ici. Ce qui indique des signes de sélection positive. De plus, ils ont daté l'âge de la sélection naturelle, aussi bien de la mutation européenne que de la mutation principalement retrouvée en Afrique de l'Est. Les dates obtenues entre 2000 et 6000 ans pour l'Afrique de l'Est et entre 8000 et 9000 ans pour l'Europe coïncident avec le moment de développement culturel de la domestication de bétail dans ces populations, ce qui constitue un excellent exemple d'adaptation chez les humains et de coévolution de gènes et de culture. Ainsi, plusieurs mutations indépendantes ont permis aux différentes populations humaines de continuer à exprimer la lactase à l'âge adulte, et ceci d'une façon adaptative. Donc, un parfait exemple d'évolution convergente, c'est-à-dire le processus évolutif où, à partir de différentes trajectoires évolutives, ici différentes mutations, des organismes développent des caractéristiques similaires, ici la capacité à digérer le lait, en réponse à des pressions environnementales similaires, ici par exemple l'arrivée de l'agriculture et du pastoralisme. Mais la question qui se pose maintenant, on sait qu'elle est avantageuse, qu'elles sont avantageuses, ces différentes mutations, mais est-ce qu'elles sont un peu avantageuses, très peu ou très avantageuses? Et c'est pour ça qu'il faut faire appel aux coefficients de sélection dont on en a parlé aussi. Même s'il y a de la variabilité en termes de coefficients de sélection dépendant de la mutation et des populations, on voit qu'en moyen, le coefficient de sélection moyen pour ce trait est d'environ 5%. Je vous rappelle que c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus porteurs de la mutation, permettant la digestion du lait, ont environ 5% de chances supplémentaires de survivre et donc de transmettre leurs gènes par rapport aux individus qui ne la portent pas. À noter qu'il s'agit, comme je vous disais, d'un coefficient de sélection extrêmement élevé, d'ailleurs un des plus élevés jamais retrouvés dans le génome humain. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi la capacité de boire du lait a été un trait si avantageux, au point d'être l'un des traits les plus avantageux identifiés dans nos génomes. Donc plusieurs explications ont été proposées. Une serait sa valeur nutritive. Le lactose présent dans le lait frais constitue une source supplémentaire précieuse de nutrition. Je vous rappelle que pendant 90% de notre histoire, on a vécu la famine. Nous l'extrapolons à ce qu'on vit, en tout cas dans la plupart des pays aujourd'hui. Une deuxième, c'est son contenu en eau. Le lait fournit un fluide supplémentaire important dans les régions arides. Pour certains nomades du désert, par exemple, le lait peut être la seule source d'eau à certaines périodes de l'année. Et la diarrhée consécutive à l'intolérance au lactose serait fortement désavantageuse. Et aussi une amélioration de l'absorption du calcium. Cette hypothèse a été avancée pour expliquer la fréquence très élevée du trait dans le nord de l'Europe, par exemple. Les populations dans les latitudes nordiques peuvent être sujettes au rachitisme en raison du faible ensoleillement et des faibles niveaux de vitamine D. Le calcium peut aider à prévenir donc le rachitisme en réduisant la dégradation de la vitamine D. Le lait contient du calcium et le lactose favorise en plus son absorption. Donc, les individus tolérants
devraient pouvoir absorber plus de calcium que les individus non tolérants. Mais plus généralement, répondre à cette question, pourquoi telle ou telle mutation a été avantageuse? Parce qu'en génétique de population, ce qu'on sait faire, c'est deux choses, et en génétique humaine plus généralement. Savoir si une mutation est associée à un phénotype, est-ce que cette mutation explique la variabilité de la pigmentation de la peau? Est-ce que cette mutation explique pourquoi on est plus ou moins vulnérable à développer un Covid-19 sévère, par exemple? On sait faire ça. On sait voir en génétique de population si telle ou telle mutation est neutre ou avantageuse. Mais identifier le facteur derrière, c'est-à-dire le moteur de la sélection, est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, dans le dernier cours, nous examinerons une autre explication qui a été proposée il y a seulement quelques semaines, que je vous la laisse en suspens, quant à la raison pour laquelle la mutation de la tolérance au lactose a été tellement avantageuse grâce à l'étude de l'ADN ancien des Européens. Voyons maintenant un autre exemple d'adaptation alimentaire. La domestication des plantes telles que le blé, le riz, la pomme de terre ou les légumineuses a probablement entraîné également, a entraîné une forte augmentation de l'amidon alimentaire. Par exemple, la domestication du riz s'est produite il y a environ 7000 ans dans la région du Yangtze en Chine. Et des preuves archéologiques suggèrent une importante augmentation de la consommation du riz qui a suivi. Bon, il y a seulement 40 ans, le riz représentait 40% de l'apport calorique pour les Chinois et les Japonais. Mais le riz est composé à 80% d'amidon. Et l'amidon est principalement constitué du polysaccharide amylose, qui est digéré par les amylases, ce sont des enzymes comme la lactase, présentes dans la salive et dans la bile pancréatique, en ces disaccharides constitutifs, le maltose et l'isomaltose, ici. Ceux-ci sont ensuite clivés en glucose, un monosaccharide qui peut être absorbé par l'organisme. Donc, on a besoin de différents enzymes amylases. Et une étude s'est focalisée sur l'une de ces amylases, l'amylase 1, qui constitue la première phase de la digestion de l'amidon dans la salive. Alors, ce qui est intéressant avec ce gène, c'est sa présence en nombre variable de copies dans notre génome. Alors que chez les chimpanzés, il est présent en une seule copie, chez les humains, il peut être présent en un nombre de copies compris entre 2 et 16 copies par individu. C'est-à-dire, nous tous ici, on est différents par rapport au nombre de copies d'amylase. D'une part, comme vous pouvez le voir en haut à droite, il a été démontré que plus on a de copies du gène de l'amylase, plus on a d'amylase, donc le vrai enzyme, dans la salive. Parce que parfois, la variabilité en nombre de copies d'un gène n'a pas nécessairement un effet fonctionnel. En l'occurrence, il l'a. De manière intéressante, il a été observé que lorsqu'on compare une population ayant un régime alimentaire riche en amidon, comme les Japonais, à une population ayant un régime alimentaire pauvre en amidon, comme les Yakoutes, une population nomade de Sibérie dont le régime alimentaire est principalement fondé sur la viande et le poisson, la fréquence des haplotypes avec un nombre élevé de copies est en moyenne plus élevée chez la population japonaise. Par exemple, on peut voir ici l'haplotype qui est constitué de 4 copies du gène de l'amylase est absent chez les Yakoutes, mais il est présent dans 33%
de la population japonaise. Plus généralement, en examinant d'autres populations, vous pouvez voir qu'en moyenne, les populations qui ont un régime alimentaire riche en amidon, en gris, ils ont un nombre de copies plus élevé que les populations en rouge qui ont un régime alimentaire pauvre en amidon. Une indication supplémentaire qui soutient l'idée que cette augmentation du nombre de copies chez les populations qui ont un régime riche en amidon a été avantageux vient de la comparaison du nombre de copies de tous les différents gènes du génome entre deux populations très proches génétiquement. Encore une fois, les Japonais et les Yakoutes. On peut voir que tous les sondes qui vont mesurer le nombre de copies pour tous les gènes chez les Japonais ou chez les Yakoutes s'alignent sur la diagonale. Ça veut dire que dans la plupart de leur génome, ils ont le même nombre de copies. Les Yakoutes sibériens et les Japonais, sauf pour ces deux-là, que vous pouvez voir ici. Et ça correspond, encore une fois, au gène de l'amylase. Ceci donc est une indication en faveur, donc qui présente plus de copies chez les Japonais et très peu chez les Yakoutes. Donc ça c'est une indication en faveur de l'action de la sélection naturelle de manière spécifique au gène de l'amylase, car l'histoire démographique affecte le génome en général, tandis que la sélection naturelle, comme vous savez, est spécifique d'un gène ou d'un locus sélectionné. Nous avons observé que les humains se sont adaptés génétiquement à certains macronutriments, tels que l'amidon ou le lactose. Mais qu'en est-il des micronutriments présents, par exemple, dans les sols? Des éléments tels que le fer, le manganèse, le cuivre, l'iode ou le sélénium sont essentiels à l'alimentation humaine, mais nécessaires en quantité minime, et s'accumulent en différentes quantités, ces éléments, ces micronutriments, dans les plantes et les animaux. Alors, le niveau de ces micronutriments dans les sols sont très variables et ont entraîné des adaptations génétiques aussi chez les humains, comme c'est le cas pour les faibles niveaux de sélénium ou les niveaux toxiques d'arsenic. Cette étude en particulier s'est intéressée à la possibilité d'adaptation des populations au faible niveau de sélénium, présent dans certains aliments d'origine végétale et animale. La carence en sélénium, c'est important à savoir que c'est associé à une faible réponse immunitaire, à l'infertilité, au déclin cognitif et à un risque accru de mortalité. Cette carence varie largement, à la fois à l'échelle mondiale et locale, avec relativement peu de sélénium dans le pays du nord de l'Europe, mais aussi en Nouvelle-Zélande et surtout dans certaines, pas toutes, c'est ça que c'est intéressant, certaines parties de la Chine. Par ailleurs, certaines maladies cardiaques et osseuses traitées par supplémentation en sélénium sont endémiques dans de vastes zones de la Chine. Donc, pour explorer si les changements dans le sélénium alimentaire ont façonné l'évolution des gènes qui utilisent ou régulent le sélénium, cette étude a conduit des analyses de sélection naturelle dans des gènes des sélénoprotéines et les gènes impliqués dans la régulation du sélénium, plus généralement dans 50 populations du monde. Et dans ces graphiques, les différentes régions du monde sont représentées, comme vous pouvez voir ici. Et plus les couleurs sont rouges, plus cela signifie que ces populations présentent des signes de sélection positive dans ces gènes, soit les sélénoprotéines, soit les gènes impliqués dans la régulation du sélénium. Par rapport aux sélénoprotéines, on peut constater que ces gènes présentent plus de signatures de sélection naturelle qu'en Asie, surtout en Asie de l'Est et en Amérique. Quand je dis l'Amérique, je me réfère aux natifs de l'Amérique.
Qu'un gène impliqué dans la régulation du sélénium, on peut encore une fois constater que présente des signatures d'adaptation à l'environnement, donc sélection positive, en Asie. Mais même en se focalisant sur une région géographique donnée, ici, comme la Chine juste, et en comparant des populations soumises à des régimes alimentaires avec un apport adéquat en sélénium en bleu, en je veux dire, et des régions de la Chine qui sont soumises à un manque de sélénium, ce qu'on observe, aussi bien pour les sélénoprotéines que pour les gènes impliqués dans leur régulation, c'est que les signatures de sélection naturelle sont fortes et uniquement on les retrouve dans les populations chinoises habitant des régions pauvres en sélénium. Donc, en conclusion, cette étude soutient l'hypothèse que les humains se sont adaptés génétiquement aux environnements ne fournissant pas des niveaux adéquats de sélénium alimentaire. Mais dans certains cas, il ne s'agit pas de s'adapter à une carence d'un micronutrient qu'on peut trouver dans les sols, mais de s'adapter même à la présence des micronutriments qui sont toxiques, comme c'est le cas de l'arsenic. L'exposition à l'arsenic est associée à de multiples effets graves sur la santé, notamment une mortalité accrue dès le plus jeune âge, le cancer et la toxicité cardiovasculaire et hépatique. Dans quelques régions du monde, telles que les hauts plateaux des Andes, des populations humaines ont vécu pendant des milliers d'années avec de l'eau potable contaminée par l'arsenic. Cela soulève la question de savoir si de telles populations ont pu s'adapter à cet environnement toxique. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans cette étude, qui ont examiné une population vivant à San Antonio de los Cobres, au nord de l'Argentine, une région où les niveaux d'arsenic sont très élevés, mais cette région a été habitée par des humains depuis 11 000 ans. Ils ont également étudié une population au Chili, où l'arsenic a été trouvé dans des momies datant de l'époque précolombienne, ainsi que deux populations de Colombie et du Pérou, qui ont été utilisées comme groupe de comparaison, car elles ne sont pas exposées à l'arsenic. Donc, le métabolisme de l'arsenic implique la méthylation de celui-ci en acide monométhylarsenique, puis un acide dit méthylarsenique, qui est moins toxique. Donc, on a besoin de ça. Donc, les individus de San Antonio de los Cobres présentent une excrétion urinaire particulièrement faible d'acide monométhylarsenique. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Que c'est le composant toxique. Donc, suggère qu'il possède un métabolisme très efficace pour l'arsenic. Pour comprendre les bases génétiques de cette forme de résistance à l'arsenic, les chercheurs ils ont réalisé encore une fois une étude d'association génétique interrogeant quelles sont les régions du génome de cette population d'Argentine qui seraient associées à la faible présence d'acide monométhylarsenique, c'est-à-dire la molécule toxique. Et ce faisant, ils ont identifié des variants génétiques autour du gène AS3MT. Et après, quand ils regardent, mais qu'est-ce qu'il fait ce gène? Ils voient qu'il est précisément impliqué dans la voie de méthylation de l'arsenic. Ensuite, ils ont cherché à déterminer si ces variants conféraient un avantage sélectif, à la population, et ils ont vu que ces variants sont probablement soumis effectivement à une sélection positive, car elles sont associées, encore une fois, à des haplotypes beaucoup plus longues, les variants associés à la faible excrétion du produit toxique par rapport aux autres variants. Donc, cette étude montre que l'adaptation à la présence de l'arsenic a entraîné une augmentation des fréquences protecteurs du gène
AS3MT, fournissant la première preuve chez les humains en tout cas d'une adaptation à un produit chimique toxique. Mais la paléogénomique, c'est-à-dire, on l'a vu rapidement la semaine dernière, l'étude de l'ADN ancien, on sait qu'elle peut aussi nous aider à mieux comprendre l'adaptation génétique à l'environnement, qu'il s'agisse du climat ou de la nutrition. Je vous rappelle que toutes les études que nous venons de voir sont basées sur la diversité génétique des populations actuelles et on remonte en arrière. Mais comme je l'évoquais la semaine dernière, il existe une façon très directe de voir et de détecter la sélection naturelle basée sur la comparaison des fréquences des mutations à travers le temps et voir pourquoi des populations de cette époque-là ou des populations de cette époque-là et voir qu'il y a 700 générations, la mutation a vraiment augmenté. Cette étude a été une des premières à se pencher sur ce sujet. Les auteurs ils ont examiné le génome de 230 Européens ayant vécu au cours des périodes allant d'il y a environ 7000 ans jusqu'à aujourd'hui. La question qu'ils se sont posées, c'était quelles sont les mutations, quand on compare les Européens d'il y a 9000 ans, 8000 ans, 6000 ans, 3000 ans aujourd'hui, quelles sont les mutations qui ont plus augmenté en fréquence dans ces 7 derniers millénaires. Donc, outre certains gènes impliqués dans l'immunité, donc on n'en parlera pas, on peut observer que ceux qui ont le plus augmenté en fréquence, c'est la mutation européenne de la lactase, qui permet de digérer le lait à l'âge adulte, et la mutation principale en Europe associée à la pigmentation de la peau plus claire. Ces résultats confirment donc clairement la nature adaptative de ces deux traits chez les humains, en tout cas en Europe. Mais l'ADN ancien a clairement montré que l'allèle de persistance de la lactase, donc l'allèle de tolérance, n'est devenu courant que relativement récemment. Parce que souvent, je vous dis l'âge d'apparition de la mutation, mais l'âge d'apparition de la mutation ne doit pas nécessairement coïncider avec l'âge où la mutation commence à être avantageuse, parce qu'il peut y avoir des changements environnementaux, comme l'arrivée de la domestication. Donc, permettez-moi juste de vous rappeler brièvement l'histoire de l'Europe. Nous sommes tous, en tout cas ceux ici d'origine européenne, le résultat du métissage génétique entre les premiers chasseurs-cueilleurs arrivés d'Afrique, il y a environ 50 000 ans, que se sont métissés avec les populations provenant d'Anatolie qui ont introduit l'agriculture il y a environ 10 000 ans, qui se sont ensuite métissés avec les populations qui sont arrivées des steppes de l'Est et qui ont introduit probablement les langues européennes il y a 5 000 ans. Ce que cette étude a observé, c'est que la mutation permettant la digestion du lait était rare ou absent en Europe. Vous pouvez voir les temps ici. Rare ou absent en Europe jusqu'à l'âge de bronze, c'est-à-dire il y a environ 3000 ans. Donc, ce que cette étude a montré, c'est que l'augmentation rapide de la tolérance au lactose et la fréquence de l'allèle de persistance, donc aujourd'hui jusqu'à 70%, 80% dans le nord de l'Europe, est donc survenue de nombreux milliers d'années après l'apparition des preuves de la consommation des produits laitiers dans le registre archéologique. Mon laboratoire, par exemple, s'est également intéressé à ce sujet en utilisant une collection d'échantillons comprenant plus de 2000 individus couvrant les dernières 10 000 ans de l'histoire européenne. Nous avons mis au point une méthode qui permet non seulement de détecter si telle ou telle mutation est sous sélection naturelle, mais il nous dit également l'âge à laquelle la mutation a commencé à être avantageuse et la mesure de cet avantage, donc le coefficient de sélection.
Ici, vous pouvez voir la trajectoire temporelle de la mutation. Ça, c'est la fréquence, ça, c'est le temps, il y a environ 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui, donc de la mutation qui nous permet de voir le lait. Et on peut voir effectivement qu'elle a été augmentée fortement en fréquence que dans les 3000 dernières années. Mais ce que notre étude a montré, c'est que le début de la sélection est antérieur, il y a environ 6000 ans, avec un fort coefficient de sélection d'environ 8%, ce qui est une fois de plus l'un des coefficients de sélection les plus élevés. C'est pour cette raison qu'elle est devenue si fréquente ensuite dans les populations européennes d'aujourd'hui. Mais les études que je viens de vous présenter présentent des trajectoires de fréquence, des temps de sélection, voire des coefficients de sélection qui sont moyennés à travers toute l'Europe. Toutefois, selon l'environnement de chaque partie de l'Europe et surtout les habitudes culturelles des peuples, ces histoires de sélection peuvent varier d'une population européenne à l'autre. Comme vous pouvez le constater en haut à gauche, vous pouvez voir que l'augmentation de la fréquence de l'allèle de la lactase a augmenté beaucoup plus vite en Grande-Bretagne et en Irlande qu'en Europe centrale, encore moins dans la péninsule ibérique et dans la vallée de l'Indus. Donc, cette étude s'est concentrée sur uniquement le Royaume-Uni et son histoire de sélection naturelle dans les 5000 dernières années, en analysant des génomes anciens de la région. Vous pouvez voir en bleu clair, ici, que les Anglais d'aujourd'hui, et en bleu foncé, les Anglais des 5000 dernières années. Vous pouvez voir que ça ressemble, se chevauchent les uns aux autres. La seule chose qu'on peut voir, c'est que les individus anciens montrent une plus grande variabilité. Ce que cette étude a montré est que, encore une fois, les mutations qui ont le plus augmenté en fréquence en Angleterre au cours du temps sont la mutation du gène de la lactase et deux mutations, pas seulement celle-ci, mais aussi celle-ci, associées à la pigmentation claire des yeux et des cheveux. Et pour finir, terminons en abordant comment l'introgression, on avait vu la semaine dernière que l'origine des mutations peut être des mutations de novo qui apparaissent et tout de suite sont sélectionnées, des mutations qui existaient déjà avant et la pression de sélection vient après, mais que les mutations peuvent être introduites aussi dans la population par métissage, que ce soit entre différentes populations humaines ou dans d'autres formes humaines comme les néandertaliens. Dans ces graphiques, vous pouvez voir comment différents gènes impliqués dans différentes fonctions ont été introduits dans différentes populations via le métissage avec les néandertaliens présentés en rouge ou les dénisoviens représentés en violet. Beaucoup d'entre eux sont impliqués dans la réponse immunitaire, mais concentrons-nous sur ceux impliqués dans d'autres fonctions, celles qu'on a parlé aujourd'hui. Par exemple, ces deux gènes-là, la variabilité génétique dans le gène MC1R, impliqué dans la pigmentation de la peau, a été introduite par métissage avec les néandertaliens chez tous les Eurasiens. De même, des variants néandertaliens dans ce gène-là, BNC2, ont été introduites chez les premiers Européens. Ces deux gènes-là, ces gènes violets, dont la variabilité est d'origine dénisovienne, nous pouvons constater que la variabilité génétique dénisovienne dans ces deux gènes, associée à la différenciation du tissu adipeux et à la répartition des graisses corporelles chez les humains d'aujourd'hui, a été introduite dans les populations d'Asie du Sud. Et enfin, il est très intéressant de voir comment un haplotype, c'est-à-dire une combinaison de mutations dans ce gène, a été introduit chez les Tibétains
en leur permettant de vivre dans des conditions de hypoxie, manque d'oxygène, altitude, grâce au métissage de leurs ancêtres avec les Denisoviens. Mais pour parler de cela, il faut être patient. Ça va être la semaine prochaine où je vais me concentrer sur comment les humains se sont adaptés à des situations extrêmes. La vie dans l'Arctique, le froid, le peu d'aliments et le peu qu'il y a, c'est très riche en acides gras. La vie dans la forêt équatoriale, humide, très chaude, mais aussi la vie en altitude où la concentration en oxygène peut arriver à 40% de moins, comme au Tibet. Donc ça, on le verra la semaine prochaine. Donc pour aujourd'hui, c'est fini. Merci beaucoup.